Il est 12h29 et nous allons bientôt entamer les 2 dernières heures de ces 24 heures du Mans 2020. Au passage, une pénalité infligée à l'Aston Martin numéro 95 qui a commis apparemment une faute à l'occasion de son précédent passage, une infraction au règlement. Pour tout vous dire, en ce moment, j'ai un grand privilège même. En plus d'être avec vous via le site 24h-united.com, c'est d'avoir Jean-Pierre Josso au téléphone. Et Jean-Pierre Josso avec bien sûr Renault gagne le Mans en 1978, mais c'est aussi une autre année anniversaire. Nous sommes en 2020 et l'on se souvient qu'en 1980 avec Jean Rondeau, Jean-Pierre Josso gagnait le Mans pour la 2e fois. 4 décennies se sont écoulées déjà. La victoire de Jean et de Jean-Pierre est aussi rappelée là en ce moment au musée des 24 heures du Mans. Et voilà, on voulait simplement saluer aussi en votre nom Jean-Pierre Josso qui suit aussi de chez lui à la télé, regarde France Télévisions. La fin de ces 24 heures du Mans. Et voilà, donc en votre nom, on le salue. Donc, cher Jean-Pierre Josso, un grand merci à toi. Prends bien soin de toi, bien entendu. Et au plaisir de se retrouver. Alors qu'ici, il est déjà 12h30 et que nous entamons donc les 2 dernières heures. Voilà, puis finalement, comme on est un peu téméraire, on va mettre le téléphone en mode parleur. Bonjour Jean-Pierre Josso. Bonjour. Ça fait plaisir de vous entendre. Vous me posiez à l'instant en privé où est-ce qu'elle en est, l'Alpine. Elle est en 10e position en ce moment. Elle est 6e de sa catégorie. Et comme je sais que vous l'avez entendu, je l'évoquais il y a un instant, on avait envie de vous saluer parce que personne n'oublie le résultat de 1980, cher Jean-Pierre. Ah bah bien sûr. C'était une année particulière, bien sûr, aussi pour vous. Puis là, Bruno, tu m'as dit, si j'ai bien compris, tu m'as dit 10e et puis 6e de la catégorie. Absolument, ça c'est le résultat pour l'Alpine en ce moment. 10e du général et 6e de la catégorie prototype 2, cher Jean-Pierre. D'accord. Ah bah je suis content. Un peu, même si j'avais prévu qu'il soit premier, mais ça, aller battre les Toyota, c'est pas facile. Ouais. Mais l'année prochaine, on verra cette équipe dans la catégorie LMP1, cher Jean-Pierre. Et ouais, absolument. Merci beaucoup, Jean-Pierre Josso. Tu prends bien soin de toi hein, et on se dit à bientôt. Ok, merci. Merci. Voilà le mot de Jean-Pierre Josso qui, a 40 ans, donc gagné les 24 heures du Mans avec Jean Rondeau. Et chers amis, donc allez-y parce que vous allez pouvoir en effet retrouver une belle expo en ce moment au musée des 24 heures avec Fabrice Bourrigo et toute l'équipe. Alors là, tiens, vous savez que Jean-Pierre Josso est un personnage qui est vraiment particulier parce que là, il m'a rappelé et en ce moment, il est de chez lui avec un très beau... Alors, tiens, comme on a la caméra, je vais me tourner un petit instant. Regardez bien, les amis, pour ceux qui nous suivent en ce moment sur 24h-united.com. J'espère que vous avez pu voir à l'image parce que Jean-Pierre Josso a un très joli t-shirt qui est aux couleurs de la voiture avec lequel il avait gagné en 1978 avec Didier Pironi. Bravo Jean-Pierre, félicitations. Bravo hein. Bon, mais écoutez, comme quoi, c'était un clin d'œil image de Jean-Pierre Josso, mais vous avez pu aussi en profiter avec le site 24h-united.com. Merci encore, cher Jean-Pierre, pour cette gentillesse. Alors, ça va faire du monde. Hein. Merci encore et à bientôt, Jean-Pierre.
Excellent. Pardon? Enfin, mais en train de me gonfler. D'accord. Ah ouais, parfait. Voilà, il manque la casquette et on l'a. Excellent. Bon, bah écoutez, ça fait partie de ces moments toujours super sympas et plein d'attention et de délicatesse avec Jean-Pierre Josso, double vainqueur des 24 heures du Mans il y a 40 ans avec Jean Rondeau. Eh ben, bonne surprise comme ça de temps en temps, de parler à un double vainqueur des 24 heures du Mans. Allez, nous sommes, mesdames et messieurs, à 1h54 maintenant de l'arrivée. Vous avez pu également suivre là ce moment plein de spontanéité avec Jean-Pierre Josso. Puis on a également échangé quelques SMS avec Henri Pescarolo qui suit cela aussi avec grand intérêt. Lui qui avait été le héros de la nuit de septembre 1968. Où là, et quelque part tant mieux, ça ne s'est pas reproduit cette année. Il avait beaucoup plu en septembre 68. Là, je voudrais évidemment éviter un chat noir d'ici à l'arrivée, mais la piste est sèche. Il n'a pas plu depuis hier matin et les premiers passages de voitures, c'était à ce moment-là pour la Porsche Carrera Cup. La piste est effectivement sèche. Elle l'est depuis le départ, même si à un moment dans la soirée, on avait une petite alerte pluvieuse du côté du virage Porsche. Mais depuis, tant chez Michelin, bien sûr, que chez Goodyear, on n'a pas eu besoin de ressortir les pneus pluie. Nous parlions d'ailleurs des pneus pour saluer le retour de Goodyear, l'absence d'un Lops qui est presque une première historique dans ces 24 heures du Mans. Sachez que dans son dossier de presse, Michelin avait confirmé et informé avoir pris la direction du Mans avec un stock de 11 000 pneus. Et pour évidemment assurer toute la fourniture possible à l'ensemble des équipes, le personnel sur place réunit 50 techniciens ingénieurs et 64 opérateurs de montage-démontage que l'on voudrait aussi saluer avec vous parce qu'ils font comme chaque fois un travail exceptionnel. Alors on se dit toujours par rapport aux voitures des 24 heures du Mans, les protos, les GT, un pneu on l'utilise sur quelle distance? Sachez que l'année dernière, même si évidemment on amène plus de pneus qu'on en use, puisqu'il faut aussi penser aux pneus pluie, il y avait eu pour les 24 heures du Mans de 2019 2991 pneus utilisés. Un pneu, il y a 200 composants pour en faire un, et que l'année dernière un pneu avait été utilisé pour couvrir 300 km en moyenne. Un pneu subit 6500 écrasements par tour sur un circuit de 13 km 626.
soit 84 500 pour un relais de 13 tours. Michelin 24 heures du Mans, c'est 28 victoires, 80 podiums. Pour Goodyear, c'est 14 victoires et un retour 24 heures du Mans depuis 2006. Voilà pour ces quelques infos, mais toujours sympa de les évoquer à propos donc des manufacturiers et de ce côté banc d'essai de l'automobile et des accessoires automobiles que le Mans aussi a toujours constitué pour au final, bien sûr, performer ou optimiser les produits et les mettre ainsi à disposition du grand public. Et les pneus notamment, le Mans c'est ça, c'est tout un héritage technique et technologique depuis 1923. Épreuve des 24 heures du Mans qui voit son centenaire s'approcher. Et croyez-le bien, ici on y travaille déjà. Nous avons donc entamé, alors qu'il est 12h41, la pendule officielle Rolex des 24 heures du Mans. Nous avons entamé les 2 dernières heures de course. En vous rappelant que la voiture de tête est la Toyota numéro 8, qui est dans son 360e tour, alors qu'elle est la voiture de tête depuis le 194e passage. Nous avons enregistré 13 variantes au niveau du suivi des changements de leader depuis le départ, en sachant une chose, hormis les Toyota, il n'y a eu aucune autre voiture à passer la ligne de chronométrage en tête. On se souvient qu'au moment du départ, Renault Senna a une demi-longueur d'avance de rébellion sur les Toyota, mais rapidement la 7 et la 8 ont pris le dessus. Au niveau de la catégorie des LMP2, c'est la 22 United Autosport qui est au commandement. Cette voiture a 16 tours de retard sur la Toyota, titre purement indicatif. Elle est en tête depuis le 235e passage dans cette catégorie LMP2. Nous aurons enregistré 30 changements au niveau du suivi chronologique des changements de leader. 42 variantes pour le classement des GTE Pro avec l'Aston Martin qui, numéro 97, est en tête. C'est plus récent depuis le 313e passage. Voiture qui est pour l'instant avec 38 tours de retard sur la Toyota numéro 8. C'est effectivement le nombre de tours concédés par la leader des GTE Pro en 22h12 minutes de course. Entre donc la leader des GTE Pro et la leader du classement général. En GTE-AM, si nous avons eu 42 changements ou inscriptions de changement de leader, en GTE-AM, il y en a un petit peu moins, 31, ce qui est quand même pas mal. Et là, c'est l'Aston Martin numéro 90 qui domine les débats, et ce depuis le 199e tour qui a été couvert au cours de la 15e heure de course. Nous sommes en ce moment dans la 23e heure de course. L'arrêt de Louis Delétraz avec la rébellion numéro 3. On joue de la chiffonnette sur le pare-brise, bien entendu, en plus de vérifier l'usure des pneus. Et bien sûr, de remettre ce qu'il faut de carburant pour une voiture de la catégorie LMP1. On revoit d'ailleurs quelques images ralenties.
pas le terrain, Louis Deletraz. Ah, il avait il y a quelques instants court-circuité la sortie de chicane du raccordement, puisque c'est effectivement le virage du raccordement entre le circuit Bugatti et le circuit des 24 heures du Mans. J'ai l'impression qu'à chaque fois, la numéro 3 a de sérieux problèmes de redémarrage. Alors, regardez, là encore, c'est pas le départ le plus catapulté qui soit, au contraire. Un élément à prendre en compte, mais qui, à la fin, avec les secondes à chaque fois perdues, va vraiment coûter cher à l'équipage de la Rébellion au numéro 3 avec Nathanaël Berton, Louis Deletraz et Romain Dumas. Troisième, mais avec ces problèmes de démarrage qui se manifestent à chaque fois ou presque que la voiture repasse par les stands, et bien à chaque fois laisse le champ ouvert à la Rébellion numéro 1 qui n'en demande pas tant pour continuer de se détacher de la voiture sœur. Norman Nato pilote actuellement la numéro 1, il est deuxième à 5 tours de la Toyota numéro 8 en tête. Louis Deletraz avec la Rébellion numéro 3 est en ce moment à 1 minute 53 de la voiture sœur, la Rébellion numéro 1 et la Rébellion numéro 3, donc celle de Louis Deletraz, est troisième. Un chrono pour Nicolas Lapierre, 3 minutes 29 secondes, 424 millièmes. Après 22 heures 15 minutes de course, il réalise le chrono record propre au tableau de marche de l'Oreca du team Cool Racing, numéro 42. On ne lâche rien chez Rébellion vis-à-vis des Toyota. Norman Nato est au stand. Arrêt ravitaillement pour Norman Nato avec la Rébellion numéro 1. Deuxième position, voilà, qui repart elle de façon nettement plus conventionnelle par rapport aux scènes observées depuis les deux derniers passages par les stands de la Rébellion. Numéro 3, peut-être un problème de démarreur. Louis Deletraz est en troisième position. Évidemment, il va profiter de l'arrêt de la numéro 1 pour revenir, mais l'écart ne sera jamais aussi serré qu'il ne l'était il y a une bonne heure maintenant, lorsque nous avions eu le duel entre Romain Dumas et Gustavo Menezes. Romain Dumas qui a tenu tête finalement à l'Américain. Problème de démarreur comme il y a justement 40 ans, on aurait pu l'évoquer tout à l'heure avec Jean-Pierre Josso. Il y en avait eu sur la Rondo numéro 16 avec un Jean-Pierre Josso parti en tête à queue à un moment dans le virage d'Indianapolis. Je ne sais pas si vous avez un jour eu l'occasion de l'écouter raconter cela. Et, finalement, alors que le moteur avait calé, il avait réussi quand même à relancer le Ford Cosworth de la Rondo à ce moment-là et gagner, mais ouf, qu'il eut peur à ce moment-là de la course. Paul Louchatin a repris le volant de l'Oreca e-Export numéro 28 en 7e position du classement des LMP2, 11e du général. Deux arrestants importants, tous le sont, mais là, pour des voitures qui jouent la gagne dans le tiercé final en GTE AM, la Porsche Project One et la Ferrari F-Corse numéro 56 et 83. Larry Tenvord et Niklas Nielsen s'arrêtent quasiment en même temps.
Oh, l'arrêt également de la voiture de tête, l'arrêt de la Toyota numéro 8. L'arrêt de la Toyota numéro 8 après son 362e tour. 362e tour couvert pour la Toyota numéro 8. Kazuki Nakajima reste concentré au volant de la Toyota numéro 8. Ah. Non, effectivement, on avait un instant pensé qu'il y avait un petit souci au niveau de la roue avant gauche, mais non, non. Ce n'est pas le cas. Voilà, la voiture verra un rétracté reposé sur ses 4 Michelin et ça repart pour la Toyota numéro 8. Ça repart pour Kazuki Nakajima. L'arrêt de l'Aston Martin numéro 97, c'est important, c'est l'arrêt de la voiture de tête dans le classement des GTE Pro. Arrêt également de la voiture leader en LMP2 à exactement 12h50 à 1h39 de l'arrivée. L'arrêt de l'Aston Martin numéro 97, rappelons-le, de l'Oreca Unité d'Autosport numéro 22, leader des LMP2, rappelons-le aussi, c'était arrêté mais est reparti la Toyota numéro 8 en tête du général. On referme à l'instant la portière de l'Aston Martin numéro 97 et l'on guette évidemment le retour de la Ferrari numéro 51 qui est imminent. Ah là, on a changé les pneus. On est en train de le faire pour l'Aston Martin. Et l'on va guetter donc le passage de la Ferrari numéro 51. Top qui passe à l'instant et qui s'empare de la tête en GTE Pro. Ça devrait être chaud. Et elle est effectivement en tête, cette Ferrari F-Corse numéro 51, jusqu'à son prochain arrêt ravitaillement. Pour l'Aston Martin numéro 97, un arrêt terminé et une voiture qui là à 12h51 repart avec la deuxième position et un écart de 9 secondes 06 relevé. Comment évoluera-t-il? Réponse là dans les prochains instants. Pour ça, bien sûr, vous restez avec nous, connectés sur 24h-united.com. Vous pouvez en même temps ouvrir plusieurs pages et vous allez voir le live texte ou les infos sur le site complémentaire qui nous offre vraiment de très très beaux résumés, de très très bonnes infos. 24h-lemans.com. Vous avez bien entendu le live texte, tous les faits de course et la vue globale avec le live timing et la météo qui reste très agréable à 1h37 de l'arrivée. Température de l'air en ce moment 22 degrés, la piste 30 degrés. Un autre arrêt important de ces derniers instants, G-Drive avec le Russe en 3e position, Jean-Éric Vergne dans la bataille. Jean-Éric Vergne dans la bataille pour au moins rester dans le tiercé de tête, sinon mieux. C'est avec l'occasion de revenir bien entendu sur l'évolution des écarts. Oh, attention, petit passage pour la Porsche numéro 77 qui a court-circuité la sortie de chicane Ford. Sans gain de place pour autant, mais tout de même, Kazuki Nakajima pilote donc la Toyota numéro 8 en tête. Les derniers passages par l'instant, nous avions eu celui de l'Oreca United Autosport numéro 22, elle est maintenant aux mains de Paul Di Resta. L'Aston Martin numéro 97 qui a repris la piste est aux mains d'Alex Lynn. L'objectif est de se rapprocher de Daniel Serra. L'écart 10 secondes, 3 dixièmes entre la Ferrari et l'Aston Martin. Nous avons eu également des arrêts pour la Porsche Project One, pour la Dempsey, pour la Ferrari F-Corse également numéro 83 pardon. La Porsche Project One, c'est Matteo Cairoli qui est au volant.
Et pour la Ferrari numéro 83, c'est Niklas Nielsen qui est au commandement. En fait, je serais tenté de dire, et que personne en plein ombrage, mais dans chacune des équipes en GTEM, on envoie les petits jeunes quelque part au charbon. Niklas Nielsen pour AF Corse, même Ben Barker pour le Gulf Racing avec la 31e place et la 5e du classement des GTEM. Avant le dénouement de ces 24 heures du Mans, l'arrêt de l'Alpine numéro 36, Thomas Laurent. L'arrêt de l'Alpine numéro 36 avec Thomas Laurent. Y aurait-il eu un arrêt plus long pour Paul Di Resta ou pas? On va regarder la ligne. Non, effectivement, un arrêt d'une minute 21. Anthony Davidson est à 40 secondes. À 40 secondes. Anthony Davidson à 40 secondes de Paul Di Resta. Mais donc revenons vraiment sur les positions en classement et apprécions ces écarts, car bien les apprécier, c'est aussi apprécier le dénouement de cette course et le nombre de duels, de triangulaires ou de matchs à 4 qui se profilent. Alors peut-être pas pour la tête de course avec la Toyota numéro 8 et ses 5 tours d'avance sur la mieux placée des rébellions, la numéro 1 en l'occurrence, mais les deux rébellions 2 et 3e sont séparés de 39 secondes. Ce qui paraît être la petite faiblesse de la numéro 3 par rapport à la numéro 1, c'est peut-être des problèmes de démarreur. À chaque fois que la numéro 3 passe au stand, le démarrage de la voiture et son retour en piste est plus hésitant que ne l'est celui de la numéro 1. On peut presque considérer que la voiture a perdu au minimum une bonne trentaine de secondes sur l'autre rébellion qui est à la 2e place. Donc la numéro 1 avec Norman Nato actuellement en piste. 38 secondes 7 derrière, la rébellion numéro 3, Louis Delétraz, la pilote en ce moment. Les deux rébellions possèdent un tour d'avance sur la Toyota numéro 7 aux mains de José Maria Lopez en ce moment. Chez United Autosport, on regarde la pendule, mais comme tout le monde, l'Oreca numéro 22 est au commandement. Alors qu'Anthony Davidson s'est arrêté pour un ravitaillement de la voiture 2e, l'Oreca du team Jota. La United Leader roule en Michelin et la Jota roule en Goodyear. 3e position pour G-Drive, alors qu'Anthony Davidson est signalé comme repartant en piste au volant de l'Oreca du team Jota numéro 38. Arrêt de la Dallara, Settilar numéro 47. Arrêt pour Giorgio Serranagiotto en 15e position. Ce que vous voudrez voir, c'est Paul Di Resta et Anthony Davidson passer pour avoir l'écart exact entre les deux voitures. L'arrêt à l'instant de l'Aston Martin numéro 98, mais malheureusement les problèmes rencontrés cette nuit font qu'elle n'est plus dans le coup pour le podium en GTEM. Il faut être réaliste. Pour l'instant, si l'on revient en effet sur le classement dans les LMP2, Paul Di Resta à 1 minute 43 d'avance sur Anthony Davidson, 2e. Anthony Davidson à 2 minutes 30 d'avance sur Jean-Éric Vergne, 3e, lequel a 3 minutes d'avance sur Mathieu Vaxivière, pilote de l'écurie d'Olivier Panis avec l'Oreca numéro 31. Suivent au passage pour Start Objective 24 Az, Bike, Graf, 5e position, 9e du général, l'Oreca numéro 39, laquelle a 57 secondes d'avance sur l'Alpine du Signatec Alpine Elf Team. 10e du général, Thomas Laurent actuellement en piste. On va retourner maintenant faire un petit tour du côté de la catégorie GTE Pro, la Ferrari F Corse de Daniel Serra. La Ferrari F Corse de Daniel Serra à 9 secondes 6 d'avance sur l'Aston Martin d'Alexander Lynn. Elles sont donc 1 et 2 du classement des GTE Pro, alors que Marco Sorensen est la 2e des Aston Martin en piste, la numéro 95.
est donc en 3e position et 23e de ce classement. 26e avec les couleurs TF Sport. C'est la leader des GTE-AM, en d'autres termes l'Aston Martin de Charles Eastwood. Charles Eastwood qui est en ce moment bien sûr en train d'effectuer un relais, 26e devant les Porsche de Matteo Cairoli et de Matt Campbell, autrement dit les voitures du Team Project One et d'MC Proton Racing. Niklas Nilsson n'est pas loin puisque dans la réalité, l'Aston Martin devance, alors qu'il y a l'arrêt de la Toyota numéro 7, José Maria Lopez. Concrètement, et si l'on regarde bien, l'Aston Martin numéro 90, oui, globalement, a un tour d'avance sur le trio Project One d'MC Proton Racing et AF Corse. 3 équipages qui vont se battre pour les 2 et 3e marches du podium. Peut-être aussi pour la victoire. Tout sera évidemment en fonction du tableau de marche et des ravitaillements restant effectués pour l'Aston Martin numéro 90. Notez que la Porsche Project One, 2e des GTE-AM, a 5 secondes 7 d'avance sur la Porsche d'MC Proton Racing numéro 77, 3e de catégorie, et laquelle n'a que 19 secondes 2 d'avance sur la Ferrari F Corse de Niklas Nilsson. Et ce serait à justice de ne pas citer Ben Barker pour le Team Gulf Racing, qui est peut-être en ce moment à un tour de ses pilotes, mais qui n'est pas loin quand même et qui a une belle carte à jouer, sait-on jamais. Nous entamons maintenant les 90 dernières minutes de course. C'est 88e, 24 heures du Mans de l'histoire. Dans la catégorie LMP2, milieu de tableau pour l'excellent Oreca Richard Mille Racing Team, c'est Bate Visser qui rentre au stand peut-être pour s'extraire du cockpit. Nous verrons cela alors qu'on suit en ce moment Kazuki Nakajima avec la Toyota numéro 8. Kazuki Nakajima avec la Toyota numéro 8 dans son 366e tour. Il reste 1h27 avant la présentation du drapeau damier. Peut-on faire autant de tours que l'année dernière? 385 tours l'année dernière, 20 à faire en 90 minutes. Bon, on va surveiller cela de très près. Rappelons que cette année, nous n'avons finalement enregistré qu'une seule amélioration de record du tour en course par rapport en tout cas aux performances de 2019. C'est pour la catégorie GTE-AM. C'est l'Aston Martin numéro 98 et Ross Gunn qui a tourné en 3,52 449 au 98e, avec le numéro 98. Qui a donc réalisé ce meilleur chrono. On n'a pas forcément le tour où le temps a été réalisé, mais c'est bien la 98 qui a ce chrono, alors que Bruno Senna, avec la Rébellion numéro 1, a lui le record du tour en course pour le classement général. La meilleure performance depuis le départ, mais le temps ne constitue pas un record sur le circuit de 13 km 626. Alors qu'il y a l'arrêt de la Ferrari numéro 51 à l'instant. Daniel Serra qui sort de la voiture. Alessandro Pierguidi et James Calado. Allez, on aide vite le pilote qui le relaie pour évidemment être très très efficace. Perdre un minimum de temps. Il en reste 1h26. 1h26. L'écart qui était d'à peine 10 secondes est évidemment déjà pulvérisé puisque l'Aston Martin a largement eu le temps de passer.
Et sachant qu'il reste 1h26, ouais, c'est clair que la bataille dans les stands sera décisive. Oh, la Ferrari est bien. Très très bon passage par les stands. On a été très très efficace. Il faudra gérer évidemment l'usure des pneus. James Calado qui se lance dans la bataille pour la victoire aux 24 heures du Mans. Avec Aston Martin d'un côté, Ferrari de l'autre. Et c'est en fait au niveau de la répartition Aston Ferrari et Ferrari avec Rizzi Competition pour l'instant 5e position. Olivier Pla pilote la Ferrari numéro 82. Il est 25e. Devancé par la Ferrari numéro 71 de Davide Prigon. 23e place pour l'Aston Martin de Marco Sorensen. 22e position désormais et 2e du classement des GTE Pro. C'est la Ferrari numéro 51 de James Calado. Et Alex Lynn est le leader 21e. L'arrêt de Frédéric Makovic avec la Porsche numéro 91. L'arrêt de Fred Makovic avec la Porsche numéro 91. United Autosport fonce vers la victoire dans ce palmarès des LMP2 aux 24 heures du Mans. L'année dernière, nous avions eu une victoire alpine. Il y a également eu 2 ans de suite une victoire alpine, justement, puisque la voiture du trio Lapierre Negrao avait gagné l'édition 2018 des 24 heures du Mans en LMP2. 2017, c'était l'Oreca Gibson du Jackie Chan DC Racing. En 2016, c'était déjà l'Alpine avec Nicolas Lapierre, Gustavo Menezes et Stéphane Riquelme. En 2015, une Oreca pour le team KCMG. En 2014, une victoire du team Jota Sport. En 2013, Hawk Racing s'était imposé avec notamment parmi l'équipage d'un certain Bertrand Baguette qu'on aimerait bien un jour revoir aux 24 heures du Mans pour la catégorie LMP2. En ce qui concerne le palmarès pour les voitures de la catégorie GT, indépendamment de Ferrari donc l'année dernière, nous avions une victoire Porsche en 2018, Aston Martin en 2017 et Ford également en 2016. Avec l'année qui célébrait aussi l'anniversaire de la première des 4 victoires Ford aux 24 heures du Mans. Référence évidemment au film Le Mans 66, 50 ans après. Sébastien Bourdem d'ailleurs avait été de l'équipage vainqueur de l'édition 2016 des 24 heures du Mans pour la catégorie GTE Pro avec Ford. Et là, c'est vrai qu'à l'image, nous avons une Porsche 911, des voitures du Porsche GT Team ultra dominées. Le commentaire est cruel, mais ceci étant, il est vrai. Avec Gian Maria Bruni sur la numéro 91 en ce moment, 32e. Lorenz Vanthoor sur la numéro 92, 38e.
les voitures 6 et 7e du classement de GTE Pro, sachant que la 911 est en fait un modèle qui est apparu ici au Mans en 1966 et que c'est indéniablement le modèle type de voiture qui a participé depuis le plus de fois donc aux 24 heures du Mans. Pour Ferrari, on doit être avec une victoire de catégorie en 45 participations effectives et pas loin de 250 voitures de la marque avoir aussi pris le départ. L'arrêt de la Porsche de Thomas Preining, numéro 88, voiture qui, dans l'histoire de ces 24 heures du Mans, fera un peu office de miraculé parce que sincèrement, hier, nous avions même nous prononcé le mot abandon en ce qui la concerne. Et pourtant, elle a finalement pu repartir de la chicane d'Allop, où elle s'était accidentée. Comme quoi, il faut toujours rester prudent et bien confirmer que tant qu'on n'a pas eu la fameuse signature de la feuille d'abandon et réception de celle-ci par la direction de course, il faut rester toujours extrêmement prudent. Démonstration fut faite encore hier. Il est 13h11. 13h11. Norman Nato et Louis Deletraz. On revient sur l'évolution de l'écart entre les Rébellions qui sont 2 et 3e du classement. Il y a 45 secondes et 8 dixièmes. La numéro 1 pour l'instant. C'est donc détaché de la voiture sœur, la numéro 3. Les écarts entre les voitures du trio de tête LMP2, ce sera aussi extrêmement tendu jusqu'à l'arrivée, c'est une évidence. United Autosport a certes pour l'instant la première place avec la numéro 22 qui a 1 minute 40 d'avance sur l'Oreca du team Jota, actuellement piloté par Anthony Davidson. Et l'Oreca du team Jota a en ce moment 1 minute 21 d'avance seulement sur le Russe qui est piloté par Jean-Éric Vergne. Le Russe du team G-Drive Racing numéro 26 en 3e position. On regarde ce que cela donne du côté du classement des GTE Pro avec l'Aston Martin numéro 97 actuellement piloté par Alex Céline, qui a 1 minute 8 d'avance sur la Ferrari de James Calado. Marco Sorensen, numéro 95, est un petit peu plus loin quand même, puisqu'on peut considérer qu'il y a 2 tours de retard pour l'Aston Martin, numéro 95, 3e, 2 tours sur la voiture sœur, leader de cette catégorie GTE Pro. Charles Eastwood avec l'Aston Martin, numéro 90. Est leader d'une catégorie GTE AM avec 2 minutes 23 d'avance sur la Porsche Team Project One, actuellement piloté par Matteo Cairoli qui est 28e, lequel a 10 secondes 2 d'avance sur la Porsche DMC Proton Racing numéro 77 de Matt Campbell, lequel a 17 secondes d'avance sur donc le 4e, Niklas Nilsson avec la Ferrari F-Corse numéro 83, voiture également pilotée, rappelons-le, par François Perraudot et par Emmanuel Collard. Il va s'en passer de belles choses d'ici à la présentation du drapeau damier.
l'arrêt de la Ligier numéro 34, l'arrêt de la Ligier 44e. Alors qu'Adrien de Lenner est reparti avec la Porsche d'MC Proton Racing numéro 88 en 47e position. Matthew McMurray avec la voiture du team Algarve. L'Oreca Algarve Pro Racing numéro 25 a repris la piste. Attention à l'arrêt de Mathieu Vaxivière avec une Oreca en Goodyear. C'est l'Oreca Panis Racing numéro 31 qui rentre au stand. Et derrière, parce qu'il y a aussi une autre triangulaire pour les places à points, petit championnat du monde, et aussi pour l'honneur et pour le panache. C'est avec l'Oreca SO24 Asby Graf et l'Alpine Cinétech Alpine Elf à laquelle nous pensons dans ce duel pour les accessibles de cette triangulaire, parce qu'il y a effectivement Mathieu Vaxivière qui au dernier pointage n'avait qu'un tout petit tour à peine sur l'Oreca Graf, qui va revenir de toute façon dans le même tour que la voiture de l'équipe d'Olivier Panis. Et puis n'oublions pas l'Alpine qui est bien remontée et qui au dernier pointage n'avait que 58 secondes de retard sur la même Oreca du team Sarthe Objectif 24 Asby Graf. 1h13 avant la fin. Kazuki Nakajima pilote la Toyota numéro 8. Norman Nato, Louis Deletraz, les rébellions numéro 1 et 3. 47 secondes entre ces deux voitures. L'arrêt de l'Oreca Dragon Speedway, c'est numéro 27 en 17e position. Paul Di Resta, Anthony Davidson, Jean-Éric Vergne, ces pilotes-là sont 1, 2 et 3 du classement LMP2. Retour sur les écarts, Paul Di Resta leader, 1 minute 41 d'avance sur Anthony Davidson. Deuxième Anthony Davidson à 1 minute 18 d'avance sur Jean-Éric Vergne, le troisième. Aston Martin Ferrari, James Calado et bien James Calado. Le dernier chrono, 3 minutes 52. Il a repris 2 secondes et demie. 2 secondes et demie à l'Aston Martin de Alex Lynn. Pour être encore plus précis, 1 minute 7 secondes et 540 millièmes. C'est en ce moment l'écart qui sépare. C'est ce qui va d'ailleurs donner un coup d'accélérateur au suspense. Pour la victoire GTE Pro du moins, l'Aston Martin numéro 97. Ah, alors que l'on... oh là là, attention, de la poussière, de la fumée à la Dunlop. Il s'est passé quelque chose. Une sortie de piste à la Dunlop. Oh, et la Porsche! Une Porsche sortie de piste. Et une voiture qui tente de repartir. Et oh, les traces le long du mur, serait-ce la 89? Et oui, c'est elle, la Porsche, avec le grec Andreas Laskaratos qui est parti. Et qui est parti à la faute et qui essaie de repartir tout court. On va essayer, je pense, de revoir ce qui s'est passé. Est-ce que les pneus sont encore bien gonflés ou y a-t-il oui, apparemment la voiture a l'air d'être roulante. Je ne veux pas en rien vous cacher, ce qui serait effectivement un élément assez perturbant pour chacune des équipes, c'est si on devait avoir même une slow zone ou éventuellement une petite neutralisation, mais ça ne sera manifestement pas le cas. La voiture est déjà repartie, ce qui gênerait ou en tout cas changerait les paramètres de consommation et pourrait éventuellement gêner quelques autres équipes. Mais dans tous les cas, la voiture est roulante, puisqu'il est déjà arrivé dans le secteur des S de la forêt. Andreas Laskaratos avec la Porsche Projecto numéro 89.
Ah, le pneu avant droit me paraît en sous pression. Et là, on va bien revenir aussi encore sur l'évolution des écarts entre ces pilotes parce qu'il faut surveiller. Voilà, l'Aston Martin, on a la même pensée avec la réalisation. L'Aston Martin numéro 97 par rapport à la Ferrari numéro 51. Plus de drapeau jaune à l'analope, tant mieux. L'écart, 1 minute 8 secondes. Et 952 millièmes. Surveillons également Charles Eastwood et Matteo Cairoli, Matt Campbell et Niklas Nielsen. Match à 4 pour la victoire finale en catégorie GTE AM avec l'Aston Martin de Charles Eastwood qui en ce moment devance alors qu'il y a l'arrêt de l'Oreca IDEC numéro 28. Charles Eastwood qui devance de 2 minutes 21. Matteo Cairoli deuxième des GTE AM devance de 13 secondes. Matt Campbell avec la Porsche DMC Proton Racing numéro 77 et ce même Matt Campbell n'a que 15 secondes d'avance sur la Ferrari F-Corse pilotée par Niklas Nielsen. Donc attention, match à 4 en GTE AM. Attention également, duel en GTE Pro et triangulaire en LMP2. Paul Di Resta, Anthony Davidson, Jean-Éric Vergne 1, 2 et 3. Paul Di Resta a en ce moment 1 minute 41 d'avance sur Anthony Davidson, lequel a 1 minute 16 d'avance sur Jean-Éric Vergne. Kazuki Nakajima, oh attention, une rébellion! Louis de Letraz, sorti large à Indianapolis. Attention, ne pas craquer près du but. 1h07 avant l'arrivée. Louis de Letraz qui s'est fait peur alors qu'il arrivait à Indianapolis. Ouais, effectivement, la voiture est sortie large. Il a traversé le bac à gravier, a heurté la pile de pneus, endommagé l'aile avant droite et l'aileron me paraît quand même assez tordu. Et est-ce qu'il s'est arrêté? En tout cas, on est prêt dans le stand pour remettre un nouveau capot. Et on va guetter bien sûr pendant ce temps-là aussi la progression, si jamais il y a l'arrêt de la rébellion numéro 3, la progression de la Toyota de José Maria Lopez. Arrêt de la numéro 3, voilà. L'arrêt en fait à 13h23 de la rébellion de Louis de Letraz et l'on va surveiller la Toyota numéro 7 José Maria Lopez qui voit peut-être là l'occasion, tout sera fonction évidemment de la durée de l'arrêt de la rébellion numéro 3, mais voit peut-être là l'occasion de repasser, revenir dans le tiercé de tête. Est-ce qu'on va rentrer la voiture dans le stand ou pas? Inspection déjà des pneus. Hugues de Chonin qui est là à l'entrée du stand. Ravitaillement fait. On va en tout cas changer les pneus. On était peut-être un peu pessimiste en disant l'aileron arrière tordu. Effectivement, malmené dans la manœuvre puisque la voiture est venue prendre appui sur la bâche qui est placée en applique le long des pneus, mais heureusement que ce genre d'applique est là ou de bâche est là, alors qu'on essaye peut-être un changement de capot avant ou de refixer le capot avant. Non, effectivement, on s'assure que le capot avant est bien fixé. Ah, quand même, on a effectivement enlevé le diffuseur. On va changer l'élément arrière de ce capot et guettons la Toyota numéro 7. Où est-ce qu'elle est la Toyota numéro 7? La 8 vient de passer il y a peu devant nous. On revoit sur les écrans en ce moment la scène de la sortie. Oui, la Toyota numéro 7. Et en ce moment dans l'attaque des Hunaudières et elle est troisième. Voilà. Elle est troisième puisqu'elle est revenue dans le même tour que la rébellion.
Elle est revenue dans le même tour que la rébellion numéro 3. Et la prochaine des deux qui passera la ligne de chronométrage sera la Toyota numéro 7. Donc on revient à un classement Toyota Rébellion, Toyota Rébellion. Et regardez bien, comme les précédentes fois, oh là là, la 3 repart difficilement. À tel point que là, elle ne repart même pas du tout. Problème alors, de démarreur qui, décidément, aura fait perdre beaucoup de temps. Aïe, aïe, aïe. Voilà, on a remis la voiture sur les vérins, on l'a fait pivoter et là, on la rentre carrément dans le stand, malheureusement. Alors attention, le moteur a l'air de tourner. Non, non, c'est bon. Attention, les amis. Il va falloir remettre la voiture sur ses roues, mais attention dans la manœuvre. Il ne faudrait surtout pas qu'il y ait... Parce que là, en théorie, on doit couper le moteur. Je pense en tout cas. Ah, l'arrêt de l'autre voiture. L'arrêt de la numéro 1. L'arrêt de la numéro 1. Coïncidence évidemment, car la numéro 1, elle, n'a pas connu d'incident. Et c'est pas facile. Voilà, il faut la pousser pour la remettre dans l'axe du stand et procéder au ravitaillement. Et c'est vrai que dans la manœuvre, le but est surtout là de favoriser maintenant la numéro 1, qui est la voiture la mieux placée pour... gêner Toyota. Donc la numéro 1, ravitaillement, et la numéro 3 est bien rentrée dans son stand finalement. Donc là, nous arrivons à un classement qui est 1 Toyota, 2 Rébellion, 3 Toyota, 4 Rébellion. Ça fait 8 As, 7 3. Le retard de la Toyota numéro 7 sur la Rébellion numéro 1, il est de, bien considéré qu'il est de 1 tour. Et il reste 1 heure 3 minutes. Ah, ça va être fort tout cela, ça va être très très fort. Allez, la Rébellion numéro 1, qui ne connaît pas elle de problème de démarreur, repart à l'instant. Elle est bien en 2e position. Norman Nato à l'image. Alors démarreur ou problème de boîte, de disque d'embrayage, pas évident de se prononcer sur les problèmes de la Rébellion numéro 3. Et pendant ce temps, continuons de surveiller le tour le plus long que fait le pilote de la Porsche. En référence à la Porsche numéro 89 Team Project One avec Andrea Lascarados, le pilote grec, avec Julien Piguet et Steve Brooks qui, avec le pilote grec au volant, a malheureusement effectué un tête à queue un peu plus tôt qui heureusement n'a pas engendré de slow zone ou de neutralisation. Il vient de passer le virage de Mulsanne en fait à l'instant, le pilote grec. Il faudrait qu'il reste quand même un petit peu plus sur la droite par rapport à ce qu'on a pu voir grâce à la vidéosurveillance il y a quelques secondes. Ce serait bien, voilà, merci cher monsieur de bien vous mettre sur la droite s'il vous plaît, surtout qu'on peut rouler sur la droite à mesure où le terrain est stabilisé. Et là, la Porsche est très très près de la bande pointillée. Voilà, à l'instant, ouais, le retour à l'instant de la 2e des Rébellions avec Louis Delétraz. L'arrêt de la voiture de tête, l'arrêt de la Toyota. L'arrêt de la Toyota est toujours non tour l'intervalle entre deux, puisque le précédent restant était après le 362e tour à 12h49. 13h29. Alors que l'on devrait donc en fait avoir encore au moins un ravitaillement pour la Toyota numéro 8 d'ici à la présentation du drapeau damier. Et si l'on revient aussi, parce que c'est un élément important, sur les tours à couvrir pour essayer et espérer battre le record de l'année dernière, ce sera peut-être pas évident de s'en approcher, encore que nous sommes dans le 374e tour d'une voiture en tête qui, l'année dernière, la Toyota a remporté la course en bouclant 385 tours.